à tous et bienvenue au Cercle de presse. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir les candidats à l'élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord. Donc, nous avons autour de la table M. Éric Dubois du Nouveau Parti démocratique, Mme Linda Youd du Parti vert, M. Richard Martel du Parti conservateur, Mme Catherine Bouchard-Tremblay du Bloc québécois et Mme Lina Boivin du Parti libéral. Bonjour, Mme Balduin. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Donc, comment ça va fonctionner? Chacun des candidats va avoir 1 minute 30 pour se présenter en début de rencontre et par la suite, on va passer à la période de questions des journalistes. Pour chacune des questions, les candidats vont avoir une quarantaine de secondes pour répondre à chacune des questions. C'est certain que s'il y a un candidat qui est attaqué, il va y avoir un droit de réplique d'une trentaine de secondes, donc inquiétez-vous pas pour ça. Donc, on peut commencer par la présentation des candidats. Donc, on va commencer par vous, M. Dubois. Bonjour, j'ai décidé de me lancer dans cette course parce que je pense que les gens de notre région méritent mieux. Ils méritent que leur voix soit entendue à Ottawa, ils méritent que leurs problèmes soient pris en compte lors qu'on prend les décisions. La politique, c'est pas toujours un parcours facile. Disons que je suis bien placé pour en parler. Il y a plusieurs personnes qui ont inspiré ma décision de me lancer dans cette course qui est loin d'être gagnée d'avance. Je me suis lancé pour ma fille de 18 mois, la belle Madeleine, pour que la région que je vais lui léguer soit forte, soit dynamique, soit ouverte sur le monde pour qu'elle puisse s'accomplir et rayonner. Je le fais pour les travailleuses et les travailleurs que j'ai accompagnés dans des mauvais moments, lorsque les usines fermaient, lorsqu'ils perdaient leur travail, lorsque l'insécurité et l'injustice prenaient le pas sur le reste. Je le fais pour les chômeuses et les chômeurs, je le fais pour les entrepreneurs que j'ai accompagnés, je le fais pour monsieur et madame tout le monde avec qui j'ai partagé un moment de vie au cours des dernières années. Ces gens-là méritent mieux, ils méritent d'être écoutés, je m'engage à être à leurs écoutes. J'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines de proposer des solutions concrètes à nos problématiques. J'espère aujourd'hui avoir l'occasion de vous les expliquer. Je crois sincèrement que je suis le meilleur candidat avec les meilleurs outils pour faire le travail à partir du 18 juin. On a beaucoup de pain sur la planche. Il faut commencer tout de suite. Alors, je vous souhaite un bon débat. Merci. Merci beaucoup. Mme Youd. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Merci pour votre invitation. Pourquoi quelqu'un qui étudie en environnement puis qui a terminé à la fin des années 85 veut s'impliquer comme député en politique? Bien, c'est parce que les changements se font pas assez vite au niveau là, de nos décisions gouvernementales. En 2008, il y a eu une crise financière. Ça a éveillé chez moi un souci d'inéquité par rapport à la population, aux travailleurs qui investissent leurs sous, leur argent dans les régimes de retraite, puis qui se retrouvent des fois avec des décisions et des enjeux auxquels ils n'ont pas participé. Le vote stratégique en 2014 au niveau provincial m'a interpellée pour que je m'implique avec un mouvement qui s'appelle le Mouvement Démocratie Nouvelle pour changer notre mode de scrutin. Je trouve ça super important parce qu'avec 40% du vote, on peut être majoritaire et imposer notre programme à une population. Alors ça, c'est des choses importantes que je veux défendre et c'est pour ça que je suis ici. On a des projets majeurs qui sont annoncés, qui sont souvent avancés par la municipalité ou Promotion Saguenay. La population voit ces projets-là et n'a pas participé au départ à la démocratie en disant « nous, on veut ça comme projet de société dans notre région ». Alors, je m'implique pour ça parce que le Parti vert a vraiment des solutions, une vision, puis on veut lutter contre les changements climatiques et on veut que nos jeunes aient des emplois durables et c'est pour ça que je suis ici. Mme Youd, on va y aller avec M. Martel. Oui, bonjour tout le monde. Richard Martel, je suis un gars qui est né à Chicoutimi-Nord, ouais. Dans le quartier Saint-Henri. J'ai fait mes études au Cégep, j'ai fait mes études aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai 2 bacs en enseignement, j'ai enseigné à différentes écoles de la région. Il y en a plusieurs qui me connaissent aussi. J'ai été entraîneur d'enseignants de Chicoutimi pendant 8 ans. À partir de là, ben, vous savez que je suis sur le terrain, puis je fais beaucoup de porte-à-porte, visite des entreprises et tout ça. Alors, il y a un contact, la proximité avec les gens. J'adore ça, venir jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr, je suis allé en politique parce que je veux servir les gens de la région. J'ai la région dans mes veines, ça c'est certain, puis je veux absolument être le meilleur député dans Chicoutimi-Le-Fjord qui n'a pas eu à venir jusqu'à maintenant. Alors, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui m'intéressent. Je vais travailler très fort pour les gens d'ici. Le développement économique aussi est très important pour moi. Développement touristique aussi. Alors,
c'est la première fois en plus que je suis dans un débat politique, alors j'ai bien hâte de commencer tout ça. Je vous remercie beaucoup. Madame Catherine Bouchard-Tremblay. Oui, bonjour à tous. Je suis vraiment très contente d'être ici. Moi, si je m'implique en politique, c'est pour une seule chose, c'est pour les gens, puis pour les gens de Chicoutimi-Lafière et du Québec. Si je m'implique avec le Bloc québécois, c'est parce que je crois vraiment aux idées que défend le parti. Je crois vraiment à l'indépendance du Québec. Et je crois qu'en ce moment, il faut défendre nos intérêts, il faut être là pour nous. Et je suis pas contente d'être pour un parti où la ligne de parti est en ligne directe avec les intérêts des gens de Chicoutimi-Lafière. Quand on pense à l'ALENA, quand on pense aux taxes sur l'aluminium, c'est vraiment super important de pouvoir défendre nos intérêts, dire qu'on est là. Quand on sera un pays, on pourra négocier nos traités. En attendant, il faut être là au Parlement et dire comment est-ce qu'on les négocierait, apporter des idées, puis défendre notre point jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis là. Je suis vraiment une fille de Chicoutimi. Je suis née à Chicoutimi-Nord aussi. J'ai fait l'université ici en psychologie. Et ça, pour moi, c'est... j'ai toujours été saguenayenne. Je tiens vraiment à le répéter. Il y a des gens qui m'ont donné l'étiquette de parachuté. Moi, j'ai jamais eu de parachute parce que pour moi, je suis juste allée chercher une expérience en politique. Et je suis pas contente de pouvoir l'amener parce que maintenant, je sais c'est quoi le travail dans un bureau de comté. Je sais c'est quoi, comment ça fonctionne le travail de député. J'ai pu aller le voir et je veux amener cette expérience-là pour les gens de Chicoutimi-Lafière. Madame Boivin. Bonjour, Lina Boivin. Je suis une femme d'affaires d'ici, très active et très impliquée au sein de ma communauté. Depuis plus de 30 ans, j'ai fait mes preuves comme leader communautaire dévouée et comme femme d'affaires très accomplie dans Chicoutimi-Lafière. Alors, en tant que présidente de Boivin Management et ancienne dirigeante du groupe Alfred Boivin, j'ai contribué grandement au développement économique de ma région. Entrer en politique signifie pour moi partager tout ce que j'ai appris au fil des ans afin d'aider la jeunesse, les familles, les personnes âgées et contribuer au développement économique de ma région. Cela passera par l'allocation canadienne pour enfants, la diminution des impôts pour les familles de classe moyenne, le développement des logements abordables et l'investissement dans nos infrastructures. Pour conserver les avantages concurrentiels de notre région et développer notre économie, je m'engage à soutenir les industries, nos industries, l'aluminium, le bois, le tourisme et l'agriculture et sans oublier surtout les PME. Je m'engage avec le plan positif de Justin Trudeau à offrir un avenir meilleur aux familles d'ici et d'être une voix forte pour les gens de Chicoutimi-Lafière. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va commencer la période de questions. Première question, Patricia Rainville du journal Le Quotidien. Bonjour. Je vous écoute un petit peu parler. Vous parlez beaucoup de travailler pour les gens de la région et tout ça, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu majeur de cette élection partielle-là, vraiment pour votre circonscription. J'aimerais connaître vraiment vos priorités concrètement. Là. Bon, il y a Mme Boivin qui a donné quelques exemples, mais pour les autres, c'est votre enjeu principal. Là. Dans les enjeux que je mets de l'avant, 3 de ceux-là qui sont importants pour moi. Le premier, Chicoutimi-Lafière doit avoir une voix forte à Ottawa. Il faut que les gens de la région se fassent entendre. Malheureusement, depuis un certain temps, c'est pas le cas. Il faut aussi travailler pour attirer des jeunes familles dans notre circonscription. C'est un enjeu régional. Et pour ça, il faut être proactif. Il ne faut pas seulement miser sur les emplois. Des emplois, il y en a partout au Québec. Il faut être attractif, il faut être positif, il faut vendre notre région. L'autre enjeu, les personnes retraitées. Tant ceux et celles qui ont perdu dans les faillites comme chez Sears que ceux et celles qui une personne sur 2 actuellement qui n'ont pas de revenus suffisants à la retraite pour se sortir de la pauvreté. Pour moi, ce sont les 3 enjeux que j'ai mis de l'avant et j'ai proposé des solutions concrètes aux gens de Chicoutimi-Lafière. Et je pense qu'ensemble, on peut faire partie de la solution pour régler ces problématiques. Ben moi, personnellement, l'enjeu majeur, c'est les changements climatiques. On sait que ça fait plusieurs années qu'il y a des études qui sont faites au GIEC, au niveau de l'ONU, au niveau des scientifiques un peu partout. On les écoute, mais je pense, j'ai comme l'impression qu'on n'agit pas. On a vu dernièrement que M. Trudeau nous a acheté un pipeline, à nous, les Canadiens. Puis les gens sont très préoccupés par l'environnement. Donc, des décisions qui sont prises comme ça, les gens sont méfiants, sont fâchés. Et je pense qu'avec le fjord du Saguenay qu'on a dans notre région, c'est un joyau, c'est un trésor.
on peut faire des projets porteurs, on peut aider les communautés à se développer. Alors pour moi, là, c'est très important d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'on veut comme région. Et Chicoutimi-Le-Fjord, avec l'arrondissement de Chicoutimi, est un moteur. Donc, il faut complémentariser là, tout ça et avoir une vision commune. Excusez, je suis coincé. Vous avez des longues jambes. Excusez-moi, oui. OK. Premièrement, OK, la courbe démographique de notre région est en baisse. OK, le développement économique est extrêmement important ici. Il y a 3 projets là, qui sont annoncés. BlackRock, Ariane Phosphate, puis GNL. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est extrêmement important. Il faut absolument que la voie maritime du Saguenay soit viable. Ensuite de ça, ça va prendre, tantôt, on a des enjeux majeurs aussi ici, c'est parce qu'il faut créer de l'emploi avec ces développements économiques-là. Il faut s'organiser pour faire revenir des jeunes dans notre région. Il y a des jeunes qui sont dans les grands centres puis qui veulent revenir dans les régions, mais les jobs leur permettent pas, les salaires aussi leur permettent pas. Alors, ces trois projets de développement économique sont extrêmement importants, entre autres Ariane Phosphate, qui demande à avoir un terminal sur la rive nord. Puis à partir de là, ça, c'est complètement dans nos juridictions fédérales, parce qu'il faut que, présentement, il y a des études environnementales qui sont faites, puis ils ne sont pas capables d'avoir d'autorisation de pêche et Océan Canada. Alors moi, je m'engage, c'est certain, à être très près de ces dossiers-là. C'est la clé, c'est l'avenir de notre région, puis il va falloir quelqu'un de solide, puis quelqu'un qui est prêt à se battre pour que ces projets-là se concrétisent. Merci. Oui, en fait, moi, ce qui me touche beaucoup en ce moment et qui va vraiment impacter notre région, c'est beaucoup par rapport à l'ALENA et aux négociations. Je parlais tantôt de la taxe sur l'aluminium qui est extrêmement importante. Et il n'y a pas juste ça. Il y a aussi la gestion de l'offre. Je sais que il faut pas céder du tout là-dessus. Il faut pas céder là-dessus. C'est ça qui nous permet d'avoir des fermes qui sont viables avec une taille qui est respectable, une bonne taille pour que les gens puissent vivre de ça, mais pas des hyper-industries où les gens ont plus de qualité de vie. Puis moi, c'est vraiment extrêmement important pour moi, la qualité de vie des agriculteurs. On mange 3 fois par jour. Il faut avoir une autonomie alimentaire. Et je vais être là avec eux pour les défendre, pour m'assurer que les traités qu'on a avec les autres pays leur permettent de vendre leurs choses, leur permettent de bien vivre, leur permettent de faire une nourriture qui est bonne, qui est saine et de bien vivre de ça. Ensuite, il y a aussi le dossier du chômage où on a quand même des travailleurs saisonniers aussi. Et pour moi, c'est important de faire en sorte que ces gens-là puissent vivre de ça, puissent avoir vraiment leur métier et que ce soit leur métier et qu'il n'y ait pas de crainte durant l'hiver, par exemple, où ça pourrait être plus mort, qu'ils puissent vivre de ça en paix. Fait que ça, c'est vraiment les 2 enjeux que j'ai et que je trouve extrêmement important de défendre pour la région, pour Chicoutimi-Le-Fjord. Oui, bonjour. La question concernant les deux grands axes du gouvernement Trudeau, c'est justement le développement économique et l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a comme retombée en région? Je pense que c'est important de le souligner. L'aluminium vert a été annoncé. Le gouvernement a l'intention d'investir 560 millions ici au Saguenay. Il y a également aussi, avec DEC Canada, plusieurs aides, soutiens ont été accordés aux entreprises, aux PME. J'ai été d'ailleurs visiter ces organisations-là pour 3,4 millions. Et puis aussi à la base militaire de Bagotville, les projets qui s'en viennent que M. Martel a nommés, c'est des projets qui sont présentement en train d'être en évolution, en train de se préparer. Ils sont encore sur des étapes. Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont faites ici par le gouvernement et puis qui sont importantes, mais c'est de la création d'emplois, maintien d'emplois, les familles, les travailleurs d'ici et puis les enjeux économiques. C'est important qu'on investisse dans notre économie puis qu'on soit présent avec les PME et la grande entreprise. Prochaine question, Adrienne Larouche de TVA Nouvelles. Oui, donc la question a été un petit peu abordée, mais concernant la surtaxe sur l'aluminium, enjeu majeur qui touche beaucoup de gens, emplois directs comme indirects ici dans Chicoutimi-Le-Fjord notamment. Je veux savoir ce que vous pensez de la gestion de ce dossier-là qui est fait actuellement. En accord, en désaccord, si vous êtes en désaccord, quelles seraient vos solutions à vous justement pour contrer les impacts de cette surtaxe-là qui est imposée? Aussi trouble, je crois qu'il faut tous se ranger derrière le premier ministre et la réponse qu'il a donnée aux attaques
commerciale des États-Unis était la bonne. Maintenant, on ne sait toujours pas quel est le plan du gouvernement pour soutenir les travailleurs et les travailleuses qui risquent d'être impactés directement par ces décisions-là. Moi, le 18 juin, dès le départ, je vais asseoir les intervenants. Il y a déjà Karine Trudel dans Jonquière qui travaille ce dossier-là, qui connaît les intervenants et les intervenantes. On va les asseoir ensemble. On va s'assurer que la région ne les laisse pas tomber, ces travailleurs, ces travailleuses-là. Toujours l'objectif de la deuxième et troisième transformation de l'aluminium qu'on a devant nous. Malheureusement, cette décision-là risque de mettre à mal cet objectif-là, encore une fois. Il faut trouver des solutions concrètes, premièrement, pour assurer le maintien de nos emplois, deuxièmement, pour assurer le soutien aux entrepreneurs, aux PME, qui chaque jour travaillent pour trouver des solutions pour créer des emplois. Monsieur Martel et Madame Boivin parlent des grands projets, mais ces grands projets-là vont se faire sans nous. Hein? Les députés, le rôle d'un député, c'est de mobiliser la population et de s'assurer que ces projets-là, effectivement, puissent transiter en accord avec la population. C'est le rôle que je veux faire, moi, le 18 juin. Je connais ce rôle de mobilisation-là. Je connais le rôle de participation citoyenne. Moi, je veux m'assurer que ce soit possible dans Chicoutimi-Lafière et qu'ensemble, on puisse trouver des solutions aux problématiques qui nous touchent concrètement. Par rapport à tout l'enjeu des taxes qui sont imposées par les États-Unis, on sait que nous avons à vivre avec M. Trump, là, avec toutes les décisions qu'il prend. Quand c'est pas le bois, c'est l'aluminium. On sait que les multinationales américaines ont délocalisé leurs entreprises un peu partout sur la planète parce qu'ils voulaient avoir le coût le moins cher en main-d'œuvre, en énergie. Fait que tout ça, c'est un peu une stratégie de M. Trump là, d'aller chercher des revenus, mais c'est ses propres personnalités d'affaires qui ont fait ces décisions-là. Ça fait qu'on se retrouve avec un partenaire qui joue pas franc jeu. Je pense que c'est au niveau national, au niveau du Canada, qu'il faut vraiment avoir des gens qui défendent la population. Parce que le Parlement, c'est notre dernier pare-feu là, qui nous reste. Là. Il y a plein de lobbyistes autour de nos députés qui travaillent là, pour faire avancer des choses, mais on dirait que la voix du peuple n'est pas entendue. Fait qu'au niveau là, d'être député d'une région avec des enjeux de développement durable, on peut amener un développement qui fasse que nos jeunes et nos familles aient un emploi là, valorisant. D'abord, c'est inacceptable là, ce que M. Trump a fait là, avec l'aluminium. Puis là, il faut être absolument solidaire avec le gouvernement en place. Parce que c'est inacceptable. Ça va toucher nos PME, ça va toucher des jobs tout à l'heure, puis ça va déranger pas mal de choses. L'ALENA, là, on s'aperçoit aujourd'hui que ça a été un coup de maître avec Brian Mulroney quand il a négocié ça. On voit comment est-ce que c'est pas facile aujourd'hui. Et je pense que nous autres, notre parti, M. Andrew Scheer, s'est même présenté à Washington justement pour aider à ce qu'on s'entende avec les Américains. Merci. En fait, c'est clair que ce qui se passe avec Trump, il n'y a personne qui souhaitait ça. Il n'y a personne au gouvernement, il n'y a personne dans les travailleurs, il n'y a personne dans les entrepreneurs qui souhaitait ça. Et je crois qu'ils font non seulement... Je suis solidaire avec les décisions aussi qui ont été prises d'y aller un peu œil pour œil, dent pour dent avec le gouvernement Trump. C'est vraiment dur de dealer avec ça. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un seul pays sur la planète, il y en a 194. C'est toujours possible de prendre entente avec d'autres endroits, de montrer que, en fait, tout le reste de l'humanité peut être solidaire, peut décider de faire une mondialisation qui est responsable, qui est co-responsable, qui permet le développement de tout le monde. Puis il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de faire ça, puis je vais être cette voix-là à Ottawa, de dire soyons solidaires en tant qu'humanité, regardons ce qu'on peut faire avec l'Europe, regardons ce qu'on peut faire avec les Mexicains, avec l'Amérique du Sud, voyons ce qu'on peut faire avec les marchés émergents, comment est-ce qu'on peut s'entendre pour faire en sorte qu'il y ait un bon développement économique au niveau de l'aluminium. Et non seulement ça, mais je pense aussi qu'il faut encourager, il ne faut jamais mettre tous nos œufs dans le même panier. Il faut encourager l'arrivée de nouvelles entreprises. Bien, pas juste l'arrivée, je dirais le développement. Je trouve ça encore mieux quand c'est vraiment bleu-bleuet du Saguenay, là, et qu'on développe nos entreprises. Et c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire avancer. Bon, écoutez, faut se le dire, l'ALENA a été implantée par les libéraux, par M. Trudeau père. Alors, c'est sûr que Justin n'a pas l'intention de mettre fin à cette entente. D'ailleurs, on l'a vu aussi la semaine passée. Le gouvernement s'est tenu debout, fait les bons choix pour les travailleurs d'ici. Il a appliqué des mesures drastiques et c'est ce qu'il fallait qu'il soit fait. Et puis, les ententes, on vit avec un gouvernement, un premier ministre USA qui
qui est instable ou qui est imprévisible, on devrait dire plutôt imprévisible. Alors, c'est important qu'on conserve ces ententes-là pour protéger les emplois d'ici des travailleurs. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Il est toujours étonnant par les temps qui courent de voir des gens choisir la politique pour exprimer, pour faire des choses. Il y a une désaffection populaire vis-à-vis des politiciens et des politiciennes en général, de la politique en particulier. On a l'impression aussi que les politiciens, on le voit dans différents comtés, on l'a vu ici, on l'a vu ailleurs, des choses qui avancent pas, même avec des députés au pouvoir. Il y a des dossiers qui traînent en longueur. Il y a des gens parmi vous, bon, vous étiez en affaires, vous travaillez un peu partout, vous êtes impliqués dans votre milieu. Qu'est-ce que la politique, là, vous apporte de plus que ce que vous pourriez faire autrement avec peut-être, sans tous les tracas que peut entraîner justement le travail politique, là, et les critiques aussi que le travail politique va vous amener de toute façon? C'est une très bonne question, M. Lapierre, et vous touchez au point central de la raison pour laquelle je suis candidat, encore une fois, dans cette élection. Vous savez, depuis 20 ans, j'ai eu l'occasion de partager mon temps professionnel, personnel, entre mon travail militant, mon travail comme salarié des groupes communautaires, à accompagner des gens qui avaient des problèmes, qui vivaient des difficultés. Je le sais qu'en parlant de ces gens-là qui me tiennent à cœur, vous pensez, chacun et chacune d'entre vous, à des gens dans votre entourage qui ont eu des difficultés, qui ont subi des épreuves, des gens de votre famille, de votre entourage. Moi, je pense qu'un député, ça doit être là pour ces gens-là en premier. Moi, je veux être celui qui va parler, qui va aider, qui va accompagner ces gens-là qui vivent des difficultés. Je le fais déjà depuis 20 ans. C'est cette motivation-là, M. Lapierre, qui m'amène à me présenter en politique. Malheureusement, comme citoyen, comme intervenant, on a des limites. Moi, j'espère que si les gens de Chicoutimi-Le-Fjord, le 18 juin, me confient cette fonction de député, premièrement, je suis sûr que je ne les décevrai pas. Puis deuxièmement, j'ai l'impression que je vais avoir plus d'outils pour faire avancer les enjeux qui sont importants pour eux. Je le fais le travail depuis 20 ans, mais je connais les limites de ce travail-là. Maintenant, je crois qu'en politique, on a un pouvoir additionnel, un pouvoir de représentation qui vient avec une responsabilité, celui d'être à l'écoute des gens et de porter une voix forte pour les gens de Chicoutimi-Le-Fjord. C'est cette motivation qui m'amène à mettre mon visage sur un poteau encore une fois. Puis je veux féliciter vraiment celles et ceux qui sont devant vous aujourd'hui parce que c'est un rôle important. Il n'y a pas de démocratie sans candidat, sans candidate. Et je crois que le choc des idées fait naître la lumière. C'est aussi une autre des motivations qui m'amène ici devant vous ce matin. Vous parliez d'indifférence. Moi, je l'ai plus vu avec mon implication dans le mouvement Démocratie Nouvelle. On parle aux gens, puis ils nous trouvent vraiment bizarre de vouloir se présenter en politique. Ils nous trouvent courageux. C'est parce qu'il faut changer la structure et la façon dont la politique est menée actuellement. On parle souvent de politique, représentation. On représente les citoyens, mais il faut les faire participer, les citoyens. Il ne faut pas voter à tous les 4 ans et avoir un échange limité avec les gens. Quand on arrive avec des projets, j'en parlais tout à l'heure, monsieur de Promotion Saguenay, avec les projets qui arrivent, on sait que Promotion Saguenay, ça a été une grosse boîte à un moment donné qui n'était même pas redevable au conseil de ville de Saguenay. Donc, les projets avançaient, puis la population n'était pas vraiment consultée. Fait que je trouve ça très important de consulter les gens, puis les gens en ont des idées, là. On a plein d'outils, là, pour les faire participer, là. On peut créer des incubateurs d'entreprises, on peut y aller vers l'économie solidaire et sociale, les coopératives. On peut en créer de l'emploi autre que des gros projets, comme on a parlé tout à l'heure là, avec M. Martel. Bon, j'ai peut-être été chanceux là, avec le Parti conservateur parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Ottawa, là, puis ils m'ont montré vraiment qu'est-ce que c'était le rôle d'un député. Puis ça, c'était extrêmement important pour moi. Puis il fallait que je le vive, puis il fallait que je le sache comme il faut avant de me présenter, parce que c'était un long processus. Alors, bien sûr qu'il y a une connexion aussi avec les gens. Il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait une écoute. Premièrement, il faut que tu sois bon du monde aussi. Puis il faut que tu sois capable de savoir qu'il y a de la critique dans tout ça. Puis il faut que tu sois capable de la supporter, cette critique-là. Premièrement,
Je vais vous donner un exemple. Un député, il représente la circonscription. Le député, lui, il va participer au caucus. Il va amener des choses que, moi, notre région a besoin. Puis, ensuite de ça, on va provoquer certaines choses pour arriver à la conclusion. On va juste prendre un exemple concret. J'aime toujours le concret. Puis là, quand on regarde, là, j'irai pas en région, mais je vais aller au Québec, puis c'est quelque chose qui est intéressant pour nous autres, mais c'est la DEVI. Présentement, on a besoin de brise-glace sur la voie maritime du Saguenay. C'est extrêmement important parce que on n'est pas à mancher pour que l'économie ralentisse à cause que les bateaux peuvent pas se rendre ici dans le Saguenay. Alors, on a besoin de brise-glace présentement, puis il y en a 4 qui sont prêts à venir. Puis là, ce dossier-là, il traîne. Puis là, probablement que ça va arriver à quelque chose aujourd'hui, mais les députés ont forcé les gens en place à ce que ça se réalise. Parce qu'il y a des brise-glaces qui sont prêts à s'en venir ici, puis ils ne voulaient pas les faire venir ici. Puis là, c'est ça, la politique. On a 3 chantiers maritimes au Canada. On en a un à Vancouver, on en a un à Halifax, puis on en a un à Québec. Alors là, ça chicane parce qu'ils veulent tout l'avoir dans leur coin. Alors, c'est ça que ça fait des députés. Alors, on amène des dossiers, on provoque des choses, puis on s'organise tantôt pour être au pouvoir. Merci. Je suis contente que M. Martel parle de la DEVI parce que ça, c'est vraiment un dossier qui est super important pour moi. Pour moi, c'est un dossier qui démontre à quel point ce serait plus simple d'être indépendant. Oui, on a besoin de brise-glace, puis ça tombe bien. On a un bon chantier qui serait capable de le faire, qui créerait de l'emploi à Lévis, à Québec. Et en étant indépendant, ça nous permettrait de prendre ces décisions simplement parce qu'on envoie déjà cet argent-là. On envoie cet argent-là par nos impôts, 50 milliards en tout qu'on envoie à chaque année. Si on avait à le gérer, si on pouvait tout le gérer, on pourrait prendre ces décisions-là. Cela dit, ça dit pas pourquoi je suis en politique parce que je fais pas ça juste pour ça, on s'entend. On m'a dit, quand j'étais jeune, si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va t'occuper de toi, qui va s'occuper de toi. Parce que la politique est toujours là. Et je crois que les gens se rendent pas compte à quel point ils en font de la politique. Quand tu décides d'acheter chez un producteur régional, quand tu décides d'acheter équitable, quand tu décides d'acheter ton char, tu fais de la politique. Quand tu choisis même ton domaine d'études, surtout quand tu es, par exemple, enseignant, que tu parles aux gens, que t'en fais. Toute la société roule avec l'ensemble des citoyens. Et moi, ce que je veux faire, c'est travailler avec les citoyens. Et le rôle du député est extrêmement important. C'est un rôle de représentation, oui. C'est un rôle qui te permet d'amener les idées des gens, qui te permet de regarder tout ce mécanisme-là politique qui englobe toute la population et de dire, moi, ce que je pense qui en découle, c'est ça. Et moi, ce que je pense que les gens ont besoin, c'est ça. Et moi, c'est clair qu'avec moi, ce ne sera pas les lobbies qui vont faire la politique. Je trouve que c'est le côté sombre de toute la patente. Moi, ce que je veux voir vraiment, c'est les gens. Et je veux que les gens embarquent avec moi aussi. Et peu importe ce qui va devenir, il faut s'occuper de la politique comme on peut, en s'impliquant dans des organismes, en s'impliquant au travail, en réfléchissant à ce qu'on achète. Tout est un geste politique et les gens s'en rendent pas compte. Puis à partir de là, c'est facile d'avoir du courage parce que le courage, ça part de gestes simples. Puis à partir du moment où tu es capable d'acheter local, puis de te dire que ça a un impact, bien, c'est facile de faire le geste suivant. Bon, alors, pourquoi aller en politique? Je pense qu'il faut aller en politique pour les bonnes raisons. Moi, je partage les valeurs libérales depuis que j'ai 18 ans. J'ai milité à certaines périodes de ma vie. Mon expérience dans la PME, la grande entreprise, mon implication communautaire depuis 25 ans, c'est pas nouveau. Et puis, mes études ont fait que je me suis dirigée vers la politique. Et la politique s'est dirigée vers moi aussi par les gens qui m'ont dit, qui m'en parlaient, puis qui m'ont appuyée dans cette nouvelle, dans ce cheminement. J'avais déjà été approchée. Alors, je suis la plus compétente pour occuper le poste de députée de Chicoutimi-Le-Fjord. Je connais bien la région, que ce soit de Chicoutimi, la circonscription de Chicoutimi jusqu'à L'Anse-Saint-Jean, ce que je suis propriétaire. Et puis, on est là pour faire continuer le développement des familles de classe moyenne, le développement économique, les grands enjeux par rapport à l'environnement et également les personnes âgées, la création d'emplois. J'ai un jeune de 25 ans, j'ai une mère de 91 ans, je suis très impliquée dans ma communauté. Alors, j'y vais pour les gens d'ici, pour être une voix forte et pour bien les représenter. Et je suis sur le X de ma vie, comme je le dis souvent. C'est pour ça que mes journées sont belles et je suis vraiment contente de rencontrer les gens au porte-à-porte et dans les PME. Prochaine question, Caroline Labrie, Énergie Rouge FM.
commence à faire plusieurs mois qu'on est sans député dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fière. Avez-vous l'impression que la région passe à côté de grands dossiers ou qu'il y a des trucs qui nous échappent là, présentement avec tous ces longs mois? Oui, absolument. Oups, ça va? Je ne pensais pas être aussi électrisant. Peut-être ça va électriser le débat. Effectivement, je pense que le fait que la circonscription n'ait pas été représentée pendant une si longue période démontre le mépris du gouvernement libéral actuel pour les régions. Hein, ils ont cherché un candidat, ils en ont trouvé 2, 3 avant que Mme Boivin soit le dernier choix sur lequel ils se sont rabattus. Et ils sont venus, M. Justin Trudeau avait des belles prétentions au départ de venir faire de la politique autrement quand il est entré au pouvoir. Mais quelques jours avant l'élection, ils sont venus nous faire des annonces. Hein. Vous vous rappelez pas un peu de cette vieille méthode politique-là? Ça, c'est de la vieille politique. Justin Trudeau, il ne faut pas gratter le vernis beaucoup pour voir en dessous toute la vieille politique qui s'y cache. Alors, oui, on a manqué malheureusement des enjeux. Les gens de Chicoutimi-Le-Fière ont du retard à rattraper. Moi, j'ai parlé avec des entrepreneurs, avec des citoyens au porte-à-porte qui me disent « Éric, j'ai été porter le dossier au bureau de Denis Lemieux, mais il était barré, le bureau. Il n'y avait personne. Même quand il était député, là. Et moi, je venais voir Denis Morin, à l'époque, qui était l'ancien député du NPD, et j'avais tout de suite une réponse à ma question. Et il faisait ce qu'il fallait pour le faire avancer, ce dossier-là. Moi, c'est ce que je m'engage à faire, à continuer là-dessus, parce que les citoyens et citoyennes ont le droit d'être servis par leurs députés. Ont le droit que leurs députés soient à l'écoute. Hein? Un député, c'est pas un membre d'une équipe électorale qui travaille pour un parti. Un député doit travailler pour la population en premier. Moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Maintenant, je demande aux gens de Chicoutimi-Le-Fière de m'accorder le privilège de les représenter, d'être un député à l'écoute, d'être une voix forte pour leurs revendications, pour leurs préoccupations et de travailler avec eux en mode solution. Il ne faut pas attendre que ça vienne du gouvernement. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'autres gens que de nous-mêmes. Et moi, je crois à la concertation, je crois au travail de notre communauté, à la mobilisation de notre communauté. On peut être maître chez nous, puis on peut s'assurer qu'Ottawa et que Québec nous donnent les outils qu'il nous faut pour assurer notre développement. On parle de trucs qui nous échappent. Au Parti vert, on veut créer un conseil des gouvernements. C'est un conseil qui serait formé des gouvernements fédéral, provincial, municipal. C'est quoi la vision du Canada pour l'avenir? On est aujourd'hui, on regarde à court terme, mais est-ce qu'on voit notre pays dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on fait comme projet? Fait qu'advenant là, qu'on change les structures, qu'on mette la démocratie vraiment à l'avant-plan, on va réussir à avoir un projet, même si on a un député qui n'est pas là pendant un bout de temps, il peut avoir des bonnes raisons, là, mais les trucs ne nous échapperaient pas, comme disait là, la personne tout à l'heure. Il faut avancer ensemble là, comme pays, pas juste comme parti politique. Fait que là-dessus, il faut vraiment changer les structures. Oui. Bien sûr qu'il n'y a pas de député depuis le mois de décembre, depuis la démission de M. Lemieux, c'est certain. J'étais surpris de ça, que ça prenne autant de temps que ça. Moi, personnellement, j'étais content de ça. Ça m'a permis de me familiariser avec le milieu. Par contre, tu sais, je me suis aperçu qu'il y a quand même des dossiers où ils ont pris des retards. Hein? Puis, tu sais, si on revient au dossier, il y a des dossiers touristiques importants ici dans la région. Puis ensuite de ça, tu sais, si on prend la pêche blanche, eux autres aussi, ils ont des dossiers ici à Saguenay, alors à Chicoutimi. Si on vient aussi avec le développement économique de la région, bien, c'est certain qu'eux autres, ils attendent. Le fait qu'il n'y avait pas de députés depuis décembre, bien, ça a été difficile pour eux. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait pousser les choses là-bas, il n'y a personne qui pouvait faire avancer les choses. Alors, puis tu sais que le député dans tout ça, c'est son rôle, c'est de faire avancer les choses le plus rapidement possible. C'est pas parce que le député va tout changer du jour au lendemain, il va tout virer la patente à l'envers. Tout le monde sait ça. Il y a un doigté qu'il faut avoir, il faut y aller de main de maître dans tout ça. C'est pour ça que je suis bien content d'avoir fait la carrière avant d'arriver ici en politique, parce qu'il y a eu beaucoup de négociations que j'ai eu à faire. Il y a eu de la communication que j'ai eu à faire. Il y a eu du débat d'idées. Alors, pour le rôle de député, moi, je sens que je suis très bien formé pour ça. Puis, effectivement, on aurait bien aimé avoir un député en place bien avant aujourd'hui. Merci. Bien évidemment que le rôle du député, c'est là pour être représenté. Et quand il y a un trou, il y a quelque chose qui manque. Il y a des idées qui ne peuvent pas être défendues. Et il n'y a pas juste ce rôle-là. Le rôle auquel je pensais depuis le départ, c'est aussi, il n'y a pas juste un député. Il y a toute une équipe qui se met en place
autour de ça, puis une équipe qui est là pour aider aussi les citoyens au jour le jour. Je l'ai fait pendant presque 1 an et demi, ce rôle-là. Le rôle d'écouter les idées, de les amener vers les députés pour que ça puisse être poussé, mais aussi le rôle d'aller voir dans tout l'ensemble de l'appareil public. Par exemple, si pour le chômage, il y a les cas beaucoup en immigration et en chômage, des gens qui ont des problèmes avec au niveau du fonctionnariat, ben c'est aussi le rôle du député d'écouter ça au jour le jour, puis d'être là avec les gens et de s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui l'échappent, qu'on n'échappe pas de gens, que les gens aient ce à quoi ils ont droit, puis de les écouter. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est à peu près 1 millier de cas par année qui roulent dans les bureaux de circonscription. C'est énorme. C'est 1 millier de personnes qui ont besoin d'avoir un appui de leurs députés et du personnel politique pour bien fonctionner en société, pour comprendre la patente, parce que c'est complexe, un appareil démocratique, c'est complexe, un appareil aussi législatif, pour les épauler là-dedans. Et ça, qu'il n'y ait pas ça pendant 6 mois, c'est vraiment... Tu sais, si on dit qu'il y a 1 millier de cas par année qui passent, ça veut dire que c'est quasiment 500 personnes qui ont peut-être été laissées pour compte, qui n'ont pas pu avoir ce soutien-là, qui est pourtant extrêmement important. Donc voilà. Bien, écoutez, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est un poste que l'appareil politique ne fait pas son travail. C'est pas parce que les dossiers ont continué à cheminer. Je suis contente de voir qu'à ce moment-là, le temps, il y a certaines personnes qui ont pu se former pour être politiciens là, ou pour être députés. Mais les dossiers ont avancé, les programmes ont continué, les PME ont continué d'avoir des aides et des soutiens. Le DEC Canada était toujours là. Il y a des gens aussi qui étaient là pour répondre également. Puis M. Lemieux a fait un excellent travail. C'était quelqu'un qui était très investi. Ses raisons, ça lui appartient. On n'a pas à le savoir et les gens ont pris leurs responsabilités et c'était possible de parler avec qui que ce soit. Il y a rien qui est échappé dans la région. Au contraire, les mesures sont toujours là. Les travailleurs ont reçu leur aide, que ce soit en allocation familiale, à l'aide à l'emploi, pas à l'emploi, mais les aides aux familles ou encore au soutien aux travailleurs. Et comme je disais tantôt, les PME ont reçu les soutiens qu'ils avaient besoin, que ce soit par DEC Canada ou les autres programmes, les baisses d'impôts. Et puis, il y a quand même la création d'emplois qui s'est faite. Oui, M. Boivin. Oui, alors, je voulais saluer effectivement l'implication de chacun et chacune d'entre vous dans le débat public. C'est très important et je vous remercie. Ça va sûrement rehausser la qualité de notre débat public en général. Je voulais vous poser une question sur les postes canadiennes. Vous savez qu'on a la population dans une région métropolitaine de recensement la plus âgée au Canada. On a une ville très côteuse, je ne vous l'expliquerai pas, on est connu pour des gros balais. On a un hiver rigoureux et malgré ça, on a le budget du gouvernement canadien de 450 milliards de dollars. Alors, que le gouvernement du Canada ne soit pas capable d'assumer la livraison postale, c'est quand même incroyable. Et c'était un engagement de certains partis la dernière fois. Je voudrais savoir où chacun d'entre vous vous placez par rapport à cet engagement-là. Vous savez, on parle de choses bien compliquées, mais ça, c'est tous les jours. Il y a beaucoup de personnes âgées dans la région et c'est un service public important qui crée de l'emploi et qui rend un service réel à la population. Où êtes-vous, chacun d'entre vous, sur le retour de la livraison postale dans la ville de Saguenay et dans les régions du Québec qui avaient été ou qui ont perdu ce service-là, s'il vous plaît? Merci de votre question, M. Boivin. C'est une question très importante. Beaucoup de gens m'en parlent au porte-à-porte. Ça me donne l'occasion d'illustrer très bien pourquoi Monsieur Martel et Mme Boivin n'ont pas choisi la bonne équipe pour défendre les intérêts de la région, pour présenter une voix forte. Les conservateurs, ce sont eux qui ont mis la hache dans Poste Canada. Ce sont eux qui ont détruit le service postal. Ce sont eux qui ont privé les citoyens et citoyennes de l'ensemble du Canada, mais particulièrement des régions, d'un service important. La Poste, malgré les nouvelles technologies, ça reste un moyen important et ça reste un service aussi vital. Le postier, c'était souvent la seule personne à qui pouvait avoir un contact avec des personnes isolées. Les postiers avaient ce rôle social-là. Aujourd'hui, je les rencontre, ils sont en colère, les postiers. Ils sont en colère à cause des conservateurs, mais ils sont en colère aussi à cause des libéraux qui ont menti, qui ont trahi leurs promesses, qui promettaient de remettre le service postal, mais maintenant, on a des boîtes. Ils sont revenus encore une fois sur leurs promesses. C'est pas la première promesse brisée. Et ça, là-dessus, il faut comprendre qu'au porte-à-porte, les gens sont en colère. Ils sont en colère autant pour les conservateurs que pour les libéraux qui leur mentent éhontément, qui les prennent pour acquis. Il faut changer ça. Il faut donner de l'espoir aux gens. Moi, c'est ce que je souhaite faire. Donner de l'espoir aux gens. Arrêter de leur mentir puis leur dire la vérité. Il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est un service important à la
poste. C'est un service qu'il faut prioriser, qu'il faut rebâtir. Malheureusement, et je le dis aux gens de Chicoutimi-Le-Fjord, ni les conservateurs ni les libéraux sont fiables là-dessus. Karine Trudel, une postière, s'est battue depuis le début sur ce dossier-là. Maintenant, moi, je vais aller la rejoindre à Ottawa, être debout pour les gens de Chicoutimi-Le-Fjord, être debout pour un service postal de qualité, être debout pour défendre les intérêts des gens, pas défendre les intérêts du Parti libéral puis du Parti conservateur. On va passer à Mme Lutte, peut-être M. Martel, Mme Boivin. Est-ce que vous avez des choses à répondre à ça? M. Martel, tout d'abord. Premièrement, moi, je fais du porte-à-porte, puis il n'y a pas grand personne présentement qui se plaigne. Tu sais, c'est une habitude de vie aussi. Richard, des fois que tu fais le porte-à-porte? C'est une habitude aussi que les gens ont pris. Tu sais, des fois, changer les habitudes de vie, bien, ça dérange certaines... Tu parles d'emploi, Richard, mais tu n'en crées pas beaucoup. Certaines personnes. Vous en avez coupé plus que vous en avez créé, en tout cas. Alors, à partir de là, bien, à ce moment-là, lorsque ça a été instauré, bien, c'est certain que c'était pour une question aussi de réduire les coûts, parce que le Parti conservateur a manœuvré dans un temps où la récession était là. Il ne faut jamais oublier... Les raisons sont bonnes. Il ne faut jamais oublier aussi que après la récession, on a été nommé meilleur pays du G7 qui a traversé la récession, parce qu'on est des rois et des maîtres dans la gestion du pays. Ça, tout le monde sait ça. Pour créer des déficits, vous êtes bon, tabarouette. Alors, à partir... Couper leurs services, vous êtes très bon. Oui. À partir de là, bien, la situation est comme ça. Puis les libéraux, même de ça, ont rejeté leur promesse qu'ils avaient faite en rentrant au parti. Merci. Vous avez quoi répondre justement du fait que le service postal n'est pas revenu à la normale comme c'était promis? Bien, écoutez, c'est pas un dossier. Moi aussi, je fais beaucoup de porte-à-porte. Personne ne m'a parlé de ça. Et puis, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Quand je serai députée, si ce dossier-là arrive à mon bureau, que j'aurai à prendre l'information, j'irai voir qui de droit pour donner réponse aux gens d'ici. Mais c'est pas une préoccupation qu'on m'a soulevée. Madame Yude? Tout d'abord, moi... Quand ce dossier-là est arrivé, on trouvait ça spécial. Moi, j'appelle pas ça des boîtes communautaires, j'appelle ça des boîtes collectives. Il n'y a rien de communautaire dans une boîte où tu mets des enveloppes. Les gens, de ce que j'ai entendu, s'il y avait eu une livraison 2 fois par semaine aux portes, on aurait pu diminuer les coûts. Puis il n'y a pas d'urgence là, à avoir une livraison à tous les jours. Là. Ce qu'on retrouve maintenant, ben, c'est de la sous-traitance. C'est-à-dire que si les personnes âgées ne peuvent pas aller à la boîte collective, ben ils peuvent avoir un service, mais souvent, le gouvernement en profite pour donner en sous-traitance avec des salaires moins élevés à des entreprises. Fait que c'est toute la déresponsabilisation d'un service public. Puis les services publics, il faut que ça reste public. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des dérives, là, on l'a vu avec certaines agences de placement, où des fois, ils utilisent des personnes qui sont immigrantes, qui n'ont pas de permis de travail, puis qui sont engagées un peu partout dans la province là, pour faire des travaux. Fait que ça, moi, je fais la comparaison de nos services publics avec la protection. Puis les personnes âgées qui n'ont pas une mobilité, je suis d'accord pour le service à domicile, là, mais il faut avoir des bonnes solutions, puis il faut consulter les gens. Il ne faut pas arriver avec des solutions toutes préparées d'avance. Oui, je n'irai pas avec autant d'émotion, même si je partage pas mal les idées de mon collègue, M. Éric. En fait, pour avoir étudié en psychologie, avoir aussi travaillé dans le domaine communautaire, dans l'intervention, je peux dire que c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un qui frappe à la porte à tous les jours. Que c'est quelque chose qu'en tant que société, on a absolument besoin. Oui, ça crée des emplois, ça permet à des postiers de travailler, de bien gagner leur vie, mais ça permet aussi à des personnes âgées ou à des personnes en mobilité réduite ou simplement à une personne qui est en peine d'amour, on sait jamais, qui est toute seule. C'est un rôle social d'avoir quelqu'un qui est à la porte. On est... l'espèce humaine est absolument sociale. Ça prend quelqu'un qui vient nous voir à tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui a été enlevé. Et même s'il y a juste 10 personnes sur les 100 que je rencontre qui peuvent m'en parler dans le porte-à-porte, bien pour ces gens-là, c'est extrêmement important. Fait que c'est clair que je vais défendre ça parce que c'est un rôle social, un rôle humain, un rôle de société. On doit vivre dans une société d'humains et on doit avoir toutes les structures qui nous permettent de l'être. Puis les postiers, ils sont pas contents de mettre ça dans les boîtes collectives. J'aime le terme boîte collective plutôt que communautaire. Ils veulent frapper à la porte. Moi, dans les endroits où il y a encore... où il n'y a pas eu ces boîtes-là, ben les postiers, je les vois être contents. Là où j'étais dans mon bureau, ils venaient me dire bonjour à tous les jours, alors que j'étais seule dans mon bureau. Ça me faisait du bien, une petite... Pourtant, je suis pas en mobilité réduite.
Je travaillais, je faisais les codes comtés, avoir un postier qui m'amène les codes comtés et qui me dit « Bonjour madame », ça fait toute la différence et c'est ça qu'on a perdu. Et c'est clair que je vais défendre ça. C'est clair que je veux que ça revienne parce que c'est essentiel dans la société de pouvoir se parler, de pouvoir avoir des gens qui prennent soin des autres aussi d'une certaine manière. Prochaine question, Andréane Larouche, TVA. Oui, donc essentiellement, depuis le début, on vous entend être interpellé par pas mal les mêmes enjeux, peut-être celui-là qui diffère un petit peu. On vous entend dire que vous allez tous être capables de les défendre, vous avez tous des solutions qui se ressemblent quand même, mais rendu à ce point-là, pourquoi vous êtes plus capable de défendre les intérêts à Ottawa que vos adversaires? Qu'est-ce qui vous démarque exactement? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que vos adversaires, selon vous, ne pourront pas le faire aussi bien que vous? On veut savoir là, qu'est-ce qui vous démarque finalement? Alors, j'ai une connaissance fine des dossiers. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs de ces dossiers-là depuis 20 ans. Je connais bien les gens aussi. J'ai partagé leur quotidien dans les bons et moins bons moments. Je connais leurs préoccupations. Je sais qu'ils ont besoin d'avoir un contact entre eux et le gouvernement. D'un, pour des services, évidemment, qu'on soit bien servi. Catherine l'a bien illustré. Le travail d'un bureau de comté, c'est essentiel. C'est quand on ne l'a pas qu'on se rend compte que c'est important d'avoir un bureau de circonscription. Aussi, je suis épaulé par une équipe extraordinaire de députés. Plusieurs d'entre eux sont venus dimanche rencontrer les gens de la région, faire du porte-à-porte. Ces gens-là sont une voix forte pour les régions, sont une voix forte pour le Québec à Ottawa. Nous avons, depuis 2011, défendu des dossiers importants, que ce soit la gestion de l'offre intégrale. J'ai hâte de voir si Mme Boivin va répondre à la question posée par le président du syndicat des producteurs de lait, là, qui veut un engagement de la part du gouvernement Trudeau sur la gestion de l'offre. Et que ce soit pour d'autres dossiers. Je crois que l'équipe du NPD a démontré sa capacité d'être sur le terrain, en même temps d'être une voix forte pour les travailleurs, les travailleuses, pour les PME et pour l'ensemble de la population. Je prends par exemple Karine Trudel, qui a été la seule à parler du dossier de l'aluminium, du dossier du bois d'œuvre, des dossiers qui touchent la vie des gens, des dossiers économiques, malheureusement, dans lesquels le gouvernement a démontré son incapacité. Une incapacité qui a été confirmée cette semaine quand on a vu que le gouvernement Trudeau mettait toutes ses billes, 4,5 milliards et même plus, 8 milliards de notre argent dans un pipeline qui n'a pas d'avenir ou dont l'avenir n'est pas garanti et on ne sait pas si ce sera un bon coup ou un mauvais coup. Je trouve ça extrêmement risqué. Alors, je crois être une voix forte pour les gens de Chicoutimi-Le-Fjord. Malheureusement, je n'ai pas entendu beaucoup de propositions concrètes de la part de mes adversaires sur des solutions concrètes. J'ai proposé de reprendre le crédit d'impôt pour les jeunes diplômés. C'est une solution concrète pour attirer des jeunes. Évidemment, M. Martel et Mme Boivin ont dit qu'il fallait attirer des jeunes, mais ils n'ont pas proposé de solution outre l'emploi. Ça prend des solutions concrètes, ça prend aussi des solutions pour changer la loi sur la faillite. Malheureusement, quand il y a des entreprises qui font faillite, il y a des gens qui perdent beaucoup de leurs économies dans le processus. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'au Canada, il y ait une personne sur deux qui soit en situation de pauvreté à la retraite. On est dans un pays riche. C'est pas acceptable. Il faut que ces préoccupations-là reviennent à Ottawa. Seulement le NPD est capable d'avoir une voix forte pour ces préoccupations-là et de proposer une alternative. On proposera en 2019 une alternative concrète aux Canadiens, aux Canadiennes. En attendant, on va être présent, on va être actif à la Chambre des communes. J'espère me joindre à cette équipe pour avoir une voix forte que les gens de Chicoutimi-Le-Fjord puissent faire partie de la solution. On parle de beaucoup de choses ce matin, c'est très agréable. Défendre les citoyens. C'est très important parce que quand on parle de développement économique, on dirait que les députés sont là pour défendre les industries, les commerces. C'est les gens à la base qu'il faut représenter à Ottawa. Les gens ont besoin d'emploi, les jeunes ont besoin d'une vision. Alors, quand on parle de gestion de l'offre, c'est du commerce équitable. On dit, hey, je vais aller acheter du café équitable, je vais aider les producteurs en Amérique du Sud. Mais on en a ici au Canada. La gestion de l'offre, c'est du commerce équitable. On veut que nos producteurs réussissent à bien vivre de leur métier, que la relève soit soutenue. Alors, si on prend des décisions toujours en fonction de l'offre et la demande, puis en fonction du système néolibéral actuellement qui nous assène là, des projets qui ont souvent aucun bon sens, mais qu'on se dit, ben, est-ce qu'il y a une alternative? Il faut que des partis comme le Parti vert, des députés verts, arrivent avec des solutions qui répondent aux besoins des gens, pas qu'ils soient imposés là, par en haut. Bon, premièrement, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, là, le député, là,
Il ne peut pas tout changer le gouvernement à l'envers. C'est pas ça. C'est que le rôle du député, okay? Puis je le répète, il faut qu'il soit près des gens, il faut qu'il écoute, mais c'est pas ça. C'est que c'est plus que ça. Je ne dis pas que c'est pas ça, c'est plus que ça. Il faut qu'il soit capable de discuter, puis il faut que ses arguments soient bons lorsqu'il arrive au caucus pour que tout le monde se mette avec lui, puis qu'on arrive, puis qu'on propose des projets intelligents puis intéressants qui sont réalisables. Alors, la personne qui va être en place, il faut qu'elle soit capable d'avoir une bonne communication. Il faut qu'elle soit capable de négocier avec les autres. Il faut qu'elle soit capable, d'abord, d'être très au courant des dossiers qu'elle a à débattre. Il ne faut pas qu'elle ait de la difficulté à se présenter devant qui que ce soit. Parce que vous savez, des fois, il y a des dossiers qui sont réalisables dans une période de, je te dirais, de 3 ans, de 5 ans. Alors, le bon député va être capable de concrétiser ces dossiers-là en 1 an au lieu de 3 ans, en 2 ans au lieu de 5 ans. Alors, ça prend énormément de persévérance. Ça prend aussi de la patience, puis ça prend du tact. Mais dans tout ça, OK, il faut servir les gens de Chicoutimi. C'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment... D'abord, il faut que tu sois dans le monde. Il ne faut pas que tu aies peur de te promener dans le monde. Il ne faut pas que tu aies peur d'avoir certaines critiques de temps en temps. Puis il faut que les gens sentent que tu es dans une position confortable puis qu'ils soient contents d'être représentés par la personne qu'ils ont désignée. Merci. En fait, moi, ce qui fait ma particularité au Bloc québécois, c'est qu'on est le seul parti pour l'indépendance du Québec qui siège à Ottawa. Et ça a une fonction bien particulière. C'est d'être là pour accueillir tous les indépendantistes et s'assurer de préparer le terrain pour l'indépendance. Mais c'est aussi là pour défendre les intérêts du Québec pendant qu'on est là, s'assurer que nos idées soient défendues. Quand je dis préparer le terreau, c'est exactement ça, faire en sorte que les idées des Québécois soient là, qu'on puisse négocier de cette manière-là. Et quand on parle justement de la gestion de l'offre, c'est extrêmement important. J'aime encore une fois le terme « j'achète du lait équitable ». Je trouve ça vraiment merveilleux. Il faut le défendre à tout prix. Je sais que le gouvernement de Justin Trudeau veut faire des concessions de 3,25 %. Ça, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut le maintenir là. Il faut permettre à nos agriculteurs d'être là. Et ça, la grosse différence que j'ai avec le Bloc québécois, c'est que ça fait partie de mes lignes de parti. Vraiment, nos intérêts, ils sont déjà inscrits dans notre cahier, dans notre proposition principale qui a été acceptée en Congrès. Et c'est clair que ça prend cette voie-là pour être bien représenté. Je veux juste préciser la question. Est-ce que la question était pourquoi on est le meilleur ou la meilleure candidate? Parce que je suis pas sûre que je pense que ça s'est perdu. Ouais, OK, parce que là, je pense que ça s'est perdu, là. Pourquoi je... Hein? Par rapport aux autres candidats, mais aux autres partis également, parce que vous disent toutes que vous êtes capable d'avoir une voix forte, etc. Mais là, si chacun dit ça, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne à vos côtés, avec son parti, ne peut pas y arriver aussi bien que vous? C'est l'avantage. Bien, écoutez, c'est parce que c'est ça, les réponses, c'est un peu partout. Alors, pourquoi je suis la meilleure candidate, premièrement, c'est que je suis la plus compétété. Mon développement personnel, professionnel. Je suis issue du milieu de la PME familiale. J'ai plus que 27 ans d'ancienneté. J'ai géré des gros dossiers. J'ai géré des employés. J'ai été également à mon compte pendant plus que 10 ans à être auprès des PME. J'ai fait 3 ans auprès de Rio Tinto, la grande entreprise. J'ai plus de 25 ans d'implication communautaire, les femmes d'affaires, les fondations de ma vie, Desjardins. J'ai monté plusieurs activités. Je suis très près des gens. Également, ma formation professionnelle, je suis en train de faire un doctorat. J'ai tout fait ça en travaillant les soirs. Alors, mes valeurs font partie c'est les mêmes valeurs que le Parti libéral, qui sont le développement économique, la protection de l'environnement, la création d'emplois, la protection des soutiens aux personnes âgées, les opportunités d'emploi pour les jeunes ici en région. Et puis, le gouvernement est très près des actions qui sont près qu'ici, avec les créneaux qu'on a dans l'aluminium, la forêt, le tourisme. Et c'est important de continuer d'être dans la même lignée afin que nos travailleurs d'ici aient des emplois et puis que les familles aient le soutien qu'il faut.
Le temps passe très vite, il reste juste quelques minutes. J'aurais aimé ça vous entendre sur les douanes à Bagotville, peut-être une trentaine de secondes chaque, commençant avec M. Dubois. Lorsque mon chef est passé dans la région, il a été le seul à s'engager, premièrement, à assurer un service de douane à Bagotville et aussi assurer le développement de notre aéroport. Nous avons les prétentions d'accueillir le monde et d'être un port de transit, d'arrivée, d'escale et de départ pour les bateaux de croisière. Ça prend cet outil-là. Il faut des engagements concrets. Depuis 2011, je travaille ce dossier-là. Malheureusement, tout le monde se sont défilés. Nous ne nous défilerons pas. Il y aura des infrastructures qu'il nous faut pour Bagotville pour être présents sur la carte du monde pour que les touristes puissent débarquer directement ici et visiter notre belle région. Ben, je suis d'accord avec les mots que M. Dubois a dit. Quand j'ai milité pour que le fjord soit à l'UNESCO lors de l'ouverture de la liste indicative là, du Canada, on a parlé d'interconnectivité. Tu sais, si on veut développer vraiment notre tourisme dans la région avec le fjord, il faut qu'il y ait des liens comme un aéroport avec des douanes à Bagotville, mais aussi il faut créer toute une mobilité durable dans notre région pour que les gens puissent vraiment là, accueillir les touristes, mais aussi pouvoir développer notre économie autour de ça. C'est un enjeu, mais ça a de l'impact sur beaucoup de possibilités. Là. C'est un avenue des douanes à l'aéroport de Bagotville. C'est un avenue qu'il faut regarder, bien sûr. Hein. Mais il faut traiter le dossier intelligemment. D'abord, il faut que le projet... D'abord, il faut agrandir l'aéroport. Il faut la mettre aux normes. Elle n'est pas aux normes en passant. Alors, faut l'agrandir. Ça, c'est un projet du municipal qu'il faut qu'il soit déposé à partir de là. Ensuite de ça, on la met aux normes. Ensuite de ça, il y a le tarmac aussi qu'il faut refaire au complet. Ça fait 60 ans que ça n'a pas été refait. Puis ça, c'est vraiment nos enjeux. Ça, c'est Transport Canada. Puis là, présentement, ils s'envoient la balle, ça, mais ça, c'est un automatique. Il faut que ça soit refait. Ensuite de ça, Denis Lebel a fait une bonne job parce que c'est lui qui était dans le projet de dédouaner 30 personnes à l'aéroport de Bagotville déjà. Alors, bien sûr que c'est envisageable, mais il faut commencer par le commencement. Alors, c'est étape par étape. Puis ensuite de ça, on a eu aussi... Je vous coupe parce qu'il reste juste 2 minutes. On va laisser la parole à Mme Bouchard-Tremblay et Mme Boivin. C'est clair que je suis entièrement d'accord avec l'instauration de douane à Bagotville. Il faut faire les travaux qu'il faut, puis je pense que il y a comme un consensus pour que ça se fasse. C'est que je vois pas pourquoi est-ce qu'on le ferait pas rendu là. Ben oui, il y a des étapes à franchir, c'est tout à fait normal. C'est comme tout ce qu'on fait dans la vie, il faut faire un premier pas. Et c'est clair que je vais m'engager à poursuivre ce chemin-là pour que ça se fasse. Bon, lors de la dernière visite de Justin Trudeau, il a rencontré la mairesse, on l'a vu dans les journaux. Je l'ai rencontré également hier, elle m'en a glissé un mot. C'est sûr que c'est un dossier qui est sur la table, qui va suivre les étapes, les évolutions. Ça prend une concertation entre les acteurs, alors c'est un dossier à suivre. Alors, merci à vous tous de vous être prêtés au jeu aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Passez une belle journée.